Bonsoir mesdames et messieurs, nouvelle édition sur Africa Today, bienvenue à tous. Ouverture ce jeudi à l'hémicycle de la session extraordinaire pour l'examen et l'approbation du code électoral révisé, le code des collectivités et le haut conseil aux collectivités locales. C'est le président de l'Assemblée nationale et le représentant du chef de l'État qui ont procédé au lancement des travaux de cette première journée. Compte rendu signé Oumar Sow. 35 jours après la clôture de la dernière session ordinaire, les députés ont répondu massivement à cette première session extraordinaire au compte de l'année 2017. Sur les 113 représentants du peuple inscrits, 83 ont répondu à cette plénière. Les travaux de cette session seront axés sur l'examen et l'approbation du code électoral révisé, le code des collectivités et le haut conseil aux collectivités locales. Le représentant du chef de l'État reste optimiste pour un vote à l'unanimité des députés pour ces trois textes présentés. Ce président de la République réaffirme son engagement solennel d'appliquer et de faire appliquer toutes les conclusions du dialogue politique qu'il avait décidé de convoquer. Aussi, il a le ferme espoir que votre Assemblée s'inscrira dans la même dynamique en adoptant à une majorité qualifiée ces textes dont les effets sont connus d'avance sur la consolidation de la paix, cher à toutes les Guinéennes et à tous les Guinéens. Pour le président de l'Assemblée nationale, les élus du peuple doivent être capables d'apporter aux textes qui leur sont soumis des réponses juridiques solides et durables. Et cela dans le seul but d'empêcher toute tentative d'interprétation confuse qui a tendance à ternir la démocratie. Notre statut politique de représentant du peuple nous commande donc, dans la perspective des échéances prochaines, d'accompagner de la façon la plus franche et la plus constructive cette logique en revisant les textes qui nous sont soumis pour leur donner tout le cachet des légitimités et des légalités nécessaires à la consolidation de notre jeune démocratie. A rappeler que l'organisation de ces élections locales est suspendue à l'adoption de ces codes. La commission provisoire de la réconciliation, la CPRN, a entamé ce jeudi une série de vulgarisation des résultats et recommandations des consultations nationales auprès des parties prenantes du processus. Sur le terrain, certaines associations de victimes affichent déjà un sentiment de frustration et demandent la prise en compte de leurs observations. Saloum Kondé. C'est devant un parterre d'associations de victimes que la CPRN a procédé à cette vulgarisation des résultats et recommandations des consultations nationales. Une présentation qui s'est articulée autour de 6 points essentiels, à savoir les recommandations générales, le droit à la vérité, à la justice, la réparation, la réforme institutionnelle ou encore la mise en œuvre des recommandations des consultations nationales. Certaines associations de victimes disent ne pas se retrouver dans ces rapports provisoires. J'avoue que c'est un sentiment de frustration parce que à la précédente restitution, nous avons émis des observations. La première observation est le fait que l'histoire de la Guinée ne doit pas être prostituée. Nous avons demandé par exemple un élément important, c'est la déclassification des documents relatifs au contentieux franco-guinéen. Ces documents pourraient permettre à la commission d'accéder à la vérité, rien qu'à la vérité. Une frustration qui n'est pas générale. À côté, il y en a des victimes qui se réjouissent de l'évolution du processus de réconciliation nationale. Le résultat est satisfaisant. D'abord, mais c'est pas sans savoir qu'on a mené ces démarches pendant des années. C'est pas d'aujourd'hui, depuis 2000. Nos parents ont été victimes. Donc si aujourd'hui nous nous retrouvons devant l'opinion internationale, vraiment nous sommes satisfaits. Les victimes du 4 juillet demandent la restitution de leurs biens avant de passer à la réconciliation nationale. Vous ne pouvez pas vous réconcilier avec quelqu'un qui détient vos biens. Nous les connaissons, ces personnes-là sont là, se promènent avec ces biens, occupent ces bâtiments. Alors cela n'est pas possible. Néanmoins, nous nous inscrivons toujours dans la logique de la réconciliation nationale. Parce que moi je le dis, il n'y a pas eu de guerre civile en Guinée et il n'y a pas eu d'affrontement ethnique. Tout ce qui se passe en Guinée, c'est entre l'État guinéen
et les citoyens guinéens. Les thématiques soulevées par les associations des victimes sont certes énormes, mais le coprésident de la commission provisoire de la réconciliation nationale recommande aux victimes de relire le document présenté. Je crois qu'il faudrait relire calmement tout ce que nous avons dit, relisez calmement tout ce que nous avons dit et réfléchissez bien, mais vous verrez que si la commission est mise en place, elle va petit à petit aller dans le sens que vous attendez à partir de l'orientation que nous avons donnée. C'est enfin effectif. L'Union des forces démocratiques de Guinée vient de sceller officiellement ce jeudi une alliance politique avec l'Union démocratique de Guinée, UDG de Mamadou Sylla. Les leaders de ces deux partis politiques décident d'unir leurs forces pour l'alternance et la construction d'un véritable état de droit. Compte rendu Diao Bachir. Assis l'un auprès de l'autre, décontractés et souriants, ce jeudi semble une journée mémorable pour ces deux formations politiques. Les leaders de ces deux partis ont enfin officialisé leur alliance. Une alliance qui, selon eux, va désormais leur permettre d'œuvrer ensemble pour une alternance et de construire un véritable état de droit. Pour le secrétaire général de l'UDG, cette alliance est la matérialisation de la volonté exprimée par les militants et sympathisants du parti. Depuis le deuxième congrès de l'UDG qui s'est tenu en août 2015, à ce jour, les responsables militantes et militants du parti ont continué largement à dénoncer notre collaboration avec le RPG Arc-en-Ciel et ont insisté auprès de la direction nationale du parti son autonomie entière sur le terrain politique sans fermer la porte de collaboration et de respect mutuel à d'autres formations politiques dont les idéaux sont identiques à ceux de l'UDG. L'aboutissement de cette alliance pour la défense de l'alternance réjouit le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Cellou Dalein Diallo reste convaincu qu'il est bien possible de construire un véritable état de droit. Je me réjouis aujourd'hui de voir enfin aboutir cette alliance, parce qu'il y a un moment qu'on en parle. Et nous nous connaissons suffisamment et je sais qu'on va faire avancer notre pays. Unis autour des valeurs que nous partageons, nous allons faire avancer la démocratie, l'état de droit, la réconciliation des Guinéens, l'égalité des Guinéens devant la loi, le respect de leur dignité sans jamais tenir compte de leur appartenance ethnique, de leur origine ou même de leur parti politique. Les deux leaders politiques promettent désormais d'avoir des rencontres régulières pour discuter des problèmes qui assaillent le pays. Que fait l'administration des promesses faites par le chef de l'État Alpha Condé lors des différents déplacements? La question préoccupe acteurs politiques et ceux de la société civile. Pour nombre d'entre eux, il y a divorce dans le fonctionnement entre le président Alpha Condé et le reste de l'administration. Daouda Mohamed Kamara. Le fait est devenu monnaie courante. Le chef de l'État, souvent lors de ses sorties médiatiques et autres déplacements à l'intérieur du pays, tient plusieurs promesses soit aux corporations, soit aux autres composantes de la société. Des promesses qui commencent à être qualifiées par certains citoyens d'effets d'annonce ou des propos populistes, jamais sans effet sur le terrain. Ibrahima Koné est journaliste et président de l'Union de la presse libre de Guinée. Il se souvient encore d'une promesse banale du chef de l'État qui n'a jamais été réalisée. Chose qui l'amène à s'insurger contre le comportement des travailleurs de la présidence de la République. Le président de la République, on était ici à Coronti. Il a parlé le lancement bientôt d'un numéro vert pour dénoncer. Jamais ce numéro vert n'a fonctionné en République de Guinée. Des fois, quand j'entends le chef de l'État tenir des promesses, je regarde autour. Personne ne note. J'ai l'impression qu'il y a des savants à la présidence qui captent tout dans l'air. Et cela me fatigue. Pour le leader politique Baouri, c'est normal que des engagements soient pris par le chef de l'État, mais il revient à l'administration de matérialiser toutes les promesses annoncées. Et malheureusement, tel n'est pas le cas en Guinée.
Le président de la République fait des engagements. Derrière, il doit y avoir une administration qui doit mettre en œuvre ces engagements, assurer le suivi, rendre compte régulièrement de l'évolution de la situation. Mais si c'est cette administration qui empiète, qui empêche, qui étouffe, il va de soi que là-haut, le président de la République peut prendre des engagements et que par derrière, que ça ne suit pas. La responsabilité d'une bonne administration, c'est de mettre en œuvre les engagements gouvernementaux qui vont dans le sens de l'intérêt public. Récemment à Kankan, Alpha Condé a intimé des instructions au Premier ministre à faire tout pour faire respecter les engagements qu'il a pris devant les orpailleurs de la Haute-Guinée, faute de quoi il procédera à un remaniement ministériel. La commune de Ratoma a enregistré ce jeudi la première pause des compteurs électriques à prépaiement. Les travaux d'installation de ces compteurs ont eu lieu précisément dans le quartier Nongo. Cette initiative de l'EDG vise à résoudre de manière efficace les multiples réclamations relatives à la facturation au forfait jugé parfois fantaisiste. Soirée Boubacar. Selon les agents, l'introduction des compteurs NAFA pour l'électricité prépayée vient résoudre certaines difficultés de l'EDG à satisfaire sa clientèle. Il s'agit entre autres des multiples réclamations relatives à la facturation au forfait jugé fantaisiste, mais aussi résoudre les difficultés de déplacement pour le paiement des factures d'électricité. Le contrat prépaiement est un nouveau produit qu'on a mis en exploitation pour permettre au client de gérer sa consommation, pour permettre au client de payer moins cher le courant. Aujourd'hui, la plupart de ces résidences que vous voyez là, si ils prennent leur facture aujourd'hui, ils payent beaucoup plus cher. Et après la pose de ces compteurs après prépaiement, vous allez voir la différence. Ils paieront 2 fois moins cher que ce qu'ils paient actuellement. Donc c'est pour lancer un appel à la clientèle, qu'ils comprennent que les contrats à prépaiement va dans leur avantage. C'est pour leur avantage, pour les permettre de payer moins cher le courant et d'économiser moins le courant pour permettre à EDG cette économie d'énergie pour qu'on puisse fournir à d'autres, pour qu'on puisse alimenter les 90% de la clientèle. Après Kaloum et Dixine, la commune de Ratoma elle aussi a vu ce jeudi l'implantation du premier compteur après paiement. Les premiers bénéficiaires saluent cette initiative. Ce tact m'a beaucoup plu parce que j'ai pas de télé ni de ventilo, donc je consomme pas assez le courant. C'est pourquoi je salue ce tact. Cette action de l'EDG est salutaire. Ce nouvel abonnement qu'il nous envoie est une bonne chose, on est vraiment contente. Tu vas voir, certains n'ont pas de fer à repasser ni de télévision, mais leurs voisins en ont. Et si tu payes ce que tu consommes, c'est très bon. C'est tout ce que je peux dire aux citoyens guinéens, que tout le monde prenne cet abonnement. Les cadres et agents de l'EDG s'activent tous pour sensibiliser les citoyens sur les bienfaits de ces nouveaux compteurs qui, une fois installés, permettront à la société d'améliorer davantage la desserte électrique. Difficile ces derniers temps de circuler à Conakry à cause des embouteillages, eux-mêmes provoqués par la réparation des points noirs sur les différentes chaussées de la capitale. Pourtant, ces entrepreneurs qui interviennent sur le terrain doivent commencer selon un cadre du ministère des Travaux publics les opérations à partir de 23 h pour arrêter à 6 h du matin, ce qui est loin d'être la réalité du terrain. Une situation que dénonce Balamoussa Konaté, un ingénieur en pont et chaussée. Suivez. Il y a des travaux qu'on peut faire de façon nocturne, d'autres c'est pas possible et il faut voir vraiment clairement pour pouvoir bien discerner. Et tout est lié à l'organisation. Mais quand vous attaquez tous les travaux en ville, et même en temps normal, vous voyez que nous n'avons pas suffisamment de routes larges. Quand vous les réduisez par-ci, par-là, et des fois même sans information, il n'y a pas de plan de circulation, vous tombez comme ça dans les perturbations sans savoir. Parce qu'il n'y a pas de plan de circulation, mais ce plan de circulation doit être élaboré aussi bien, sérieusement comme on élabore les plans d'exécution des travaux. Il ne faudrait pas que notre activité fatigue, paralyse tout le monde. Ce manque de contrôle strict des entreprises sur le terrain est dû, selon Balamoussa Konaté, au dysfonctionnement du ministère des Travaux publics. On l'écoute au micro de Bamamadou Alpha. Il arrive de façon extraordinaire
que certains de ces cadres-là ne savent même pas réellement ce qui se fait sur le terrain. Quand vous les demandez sur leurs prérogatives, ils vous disent tous là que, sincèrement, moi-même, je vois ça, mais je ne sais pas. Vous entendez tel cadre dire que, moi, je m'occupe de tel côté. L'autre là, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Il faut que je m'informe. Vous entendez ça constamment. Bon, il y a d'abord l'autarcie au niveau des directions nationales. Les directions nationales ne se communiquent pas effectivement, mais au sein même d'une même direction, vous avez une fonction, mais soit c'est ton supérieur ou quelqu'un qui gère ça, suivant l'humeur du premier responsable. Il faut stopper la pollution des cours d'eau. C'est le cri de cœur que lancent des ONG et autorités environnementales de la ville de Mamou. Une sonnette d'alarme qui intervient suite au constat de tarissement de la rivière Mamouol. Reportage Aïssata Fofana. Ordures ménagères, déchets plastiques, vieux habits, constructions anarchiques, pratiques de l'agriculture et fabriques de briques, voilà des facteurs qui, selon des témoignages, contribuent à polluer et à dégrader Mamouol. Ce cours d'eau qui prend sa source au quartier Sanama dans Mamou traverse ceux de Pétel et Tambassa avant d'arroser la sous-préfecture de Soya et d'autres localités. Pour le président du mouvement associatif des jeunes pour le développement de Mamou, cette rivière revêt d'une importance capitale. Toute la rivière est complètement bouchée, due aux ordures, au mauvais cas des riverains qui sont là. Donc ils ne connaissent pas l'importance réellement d'un cours d'eau. Parce que ce cours d'eau-là servait à beaucoup de choses. Avant, il y a des citernes qui venaient, qui prenaient de l'eau au niveau de ce cours d'eau pour la construction soit des édifices publics ou alors d'autres ouvrages, ou alors que d'autres même viennent pour faire le linge avec cette même eau. Malgré quelques efforts des autorités environnementales pour faire cesser ces activités, les actions de pollution et de dégradation de Mamouol continuent toujours. Il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés, tels que la sensibilisation des riverains de ces cours d'eau, pour qu'ils libèrent ces berges dans le cadre agricole et qu'ils rejoignent quand même des plaines qui sont aujourd'hui aménagées à cet effet-là. Des plaines qui ont été, par exemple, aménagées pour qu'ils quittent les rives de Bafin, les rives de Mamouol et rejoindre ces zones aménagées. Mais difficilement, le paysan est très difficile. Et nous arrivons très difficilement aussi à les conduire vers ces zones aménagées. Une tâche difficile certes, mais pas impossible. C'est pourquoi le mouvement Masjid de Mamou envisage des actions pérennes pour préserver cette trace naturelle, fierté selon Ibrahim Sow, des natifs de la ville. Nous avons suivi l'itinéraire du cours d'eau de Sanama jusqu'à partir de Tambassa. Nous envisageons mettre un projet qui va vraiment s'occuper du nettoyage de ce fleuve, parce qu'on a compris aussi dans notre constat qu'il n'y a pas de poubelles dans ces quartiers. Les poubelles n'existent qu'en ville, parce que c'est des poubelles mobiles qui se trouvent en ville. Donc au niveau de ces quartiers, nous voulons mettre là-bas de grandes poubelles où les gens vont venir déverser les ordures. Et maintenant, à notre tour, en connivence avec la commune de Mamou, la mairie de Mamou, puisqu'ils ont des camions, on viendra envoyer les camions là-bas pour prendre les ordures là, ils étaient au niveau du dépotoir. Selon le directeur préfectoral des eaux et forêts de Mamou, la rivière de Mamouol n'est pas la seule à subir cette action de pollution. Il y a aussi celui du Bafing et d'autres cours d'eau qui font également face à cette situation. L'inquiétude donc à Flamanville, une explosion a secoué la centrale nucléaire du nord-ouest de la France. La déflagration qui a été précédée d'un incendie a fait des blessés légers, 5 personnes intoxiquées par les fumées. Les autorités assurent que le sinistre ne pose aucun risque de fuite ou de contamination. Suivez. Il est 9h45 ce matin quand un départ de feu a lieu dans la salle des machines de la centrale nucléaire de Flamanville. Quelques minutes plus tard, une détonation retentit dans un secteur non nucléaire de la centrale. Une petite explosion qui ne fera aucun blessé, mais 5 personnes sont légèrement intoxiquées suite au dégagement de fumée. Selon EDF et la préfecture, tout risque nucléaire et environnemental est totalement écarté. Alors la salle des machines, c'est une partie de l'installation qui est dans la zone non nucléaire. Donc absolument aucun impact sur la partie nucléaire. C'est complètement séparé.
Le réacteur a été immédiatement stoppé. Le d'ordre de comprendre les raisons exactes de la défaillance. La centrale nucléaire de Flamanville, mise en service en 1985, fait l'objet d'inspections très régulières. Selon EDF, l'an dernier, une vingtaine d'inspections ont été réalisées par l'autorité de sûreté nucléaire. Des exercices sont également déroulés régulièrement pour vérifier les dispositifs d'alerte. En 2016, les turbines de Flamanville ont produit 4,5% de l'énergie nucléaire française. La Croix-Rouge se met entre parenthèses en Afghanistan. L'organisation humanitaire a décidé de suspendre ses activités dans le pays après l'attaque d'un convoi. 6 employés ont été tués, 2 autres sont portés disparus, probablement enlevés. Regardez. Ils étaient en pleine mission humanitaire. Un convoi de 3 véhicules remplis de vivres et bien identifiés aux couleurs de la Croix-Rouge. Les 8 employés afghans roulaient vers le nord pour venir en aide aux survivants des avalanches des derniers jours quand ils sont tombés dans une embuscade. C'est une atrocité, a dit sous le choc le président du Comité international de la Croix-Rouge. La zone était une des plus sécuritaires et les 8 travailleurs la connaissaient bien. 6 ont été retrouvés, le corps criblé de balles. Les 2 autres sont introuvables. On les croit retenus en otage. C'est un des plus graves incidents de sécurité auxquels on n'ait jamais fait face. On n'a aucune idée pour le moment de qui est derrière cet acte ignoble. Tout indique que ce sont des militants de Daesh, a déclaré sans hésitation le gouverneur de la province de Jowzjan, en ajoutant que le groupe armé était très actif dans sa région. L'intrusion de l'État islamique dans l'Afghanistan, surtout, est encore très méconnue parce qu'il y a des rapports de force, notamment avec les talibans. On est encore en zone très obscure. Il y a des combats internes, il y a des négociations internes pour lesquelles les organisations humanitaires n'ont pas nécessairement connaissance, évidemment. Et quand des convois comme ça doivent passer à l'intérieur d'une zone à risque, évidemment, il n'y a aucune garantie. Le Comité international de la Croix-Rouge a suspendu toutes ses activités dans le pays. Entre-temps, c'est un peu la population, les civils, les gens qui ont le plus besoin d'aide humanitaire qui vont en payer le prix. Mais pas question de quitter l'Afghanistan où la Croix-Rouge vient en aide à la population depuis 30 ans. Des dizaines de milliers de civils en dépendent. L'ONU au chevet du Yémen, les Nations Unies appellent aux dons pour venir en aide à la population d'un pays déchiré, dévasté par la guerre depuis plus de 2 ans. Pour éviter une famine qui menace, il faut 2 milliards d'euros. Il les faut immédiatement. Suivez. Sanaa, vue depuis les toits de la ville. Enfin, ceux des immeubles qui sont encore debout. En 2 ans de conflit, la capitale yéménite a payé un lourd tribut. Régulièrement bombardés par la coalition saoudienne, certains quartiers ne sont plus que poussière et décombres, avec des habitants qui ont souvent tout perdu. Devenus des déplacés, regroupés dans des camps comme celui de Tarawan. Une population appauvrie et mal nourrie, à la limite de la famine. Selon l'ONU, près de 19 millions de personnes souffrent de malnutrition, soit les 2/3 de la population du pays. Le Yémen est l'un des pays du monde qui subit la plus grande insécurité alimentaire. Environ 7,3 millions de personnes ne savent pas d'où viendra leur prochain repas. Malgré les efforts humanitaires actuels, si une action immédiate n'est pas mise en œuvre, la famine sera une éventualité réelle en 2017. La malnutrition est partout et augmente à une vitesse alarmante. Les conditions sanitaires se détériorent chaque jour un peu plus avec l'apparition de cas de choléra. L'accès aux soins est extrêmement limité à cause des combats, de l'absence de transport ou de moyens financiers. Les Yéménites n'ont tout simplement plus d'argent pour se nourrir ou se soigner. 23 mois de conflit ont amoindri la capacité productive des gens. Les pêcheurs ne peuvent plus pêcher, les fermiers ne peuvent plus cultiver, les fonctionnaires ne sont plus payés, donc le conflit pèse lourdement sur leur capacité à gérer la crise. On voit maintenant des gens confrontés à des dilemmes de vie et de mort. Soit vous nourrissez vos enfants, soit vous achetez des médicaments à votre enfant malade, mais pas les deux. L'ONU réclame 2,1 milliards de dollars de dons pour aider la population. Un appel qui risque d'être peu entendu dans le fracas du conflit et de la nouvelle offensive gouvernementale lancée en janvier contre les rebelles houthis dans le port de Mocha. Au Yémen, la guerre se poursuit loin des caméras et sans aucune perspective de solution politique.
C'est une guerre d'un nouveau genre. Elle se joue essentiellement sur les réseaux sociaux. C'est la guerre de la désinformation, de l'intox. Mais comment démêler le vrai du faux sur Internet? Facebook a décidé de livrer sa bataille contre les fausses informations et les alliés du géant américain sont une dizaine de médias traditionnels. Suivez. Trop de photos sur Facebook, une Autrichienne poursuit ses parents. L'information avait été partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux et même reprise par des médias traditionnels. Pourtant, elle était totalement fausse. Ces fake news sont de plus en plus fréquentes et circulent plus rapidement. Aujourd'hui, elles concurrencent la presse et l'internaute a parfois du mal à s'y retrouver. En France, les éditeurs de journaux viennent de signer un accord avec Facebook et Google. Désormais, les fausses informations seront signalées par un pictogramme et mentionnées comme contestées si elles sont partagées. Ça permet de donner les outils à tous les utilisateurs, donc quel que soit l'outil développé par les médias, par l'éducation aux médias ou par que ce soit le CDJ, peu importe, l'information qui est donnée rend l'utilisateur conscient de ce qu'il fait. Pour le Conseil de déontologie, l'initiative pourrait être reproduite en Belgique. Les éditeurs de presse y réfléchissent, mais pour cela, ils devront d'abord s'entendre sur la définition d'une fausse information. Une fake news, c'est intentionnel. En fait, c'est une question de contrat de lecture. Une fake news, c'est de la propagande d'une certaine manière. C'est d'essayer de faire passer pour vrai ce qu'il n'est pas. C'est très différent de la satire, par exemple, qui est un droit en démocratie, qui est de jouer avec la vérité, mais dans un contrat de lecture, le public sait qu'on joue avec la vérité. Pourtant, certains médias belges estiment que les sites satiriques comme Nord-Presse devraient être signalés comme diffuseurs de fausses informations. En Allemagne, les médias aussi ont décidé de chasser les fausses informations. Une phase test est en cours. C'est une organisation non gouvernementale qui s'en charge. Elle est subsidiée par des dons. Nous ne savons pas encore si nous allons devoir engager plus de gens, si nous devrons établir de toutes nouvelles méthodes de travail. Après quelque temps, nous saurons combien d'argent tout cela coûtera et comment établir un financement sur le long terme. Peut-être que Facebook devra effectivement participer au coût. En France, le bouton de signalement sera opérationnel à partir du 27 février. En Belgique, les éditeurs de journaux y consacreront une première réunion en mars. Ainsi s'achève ce journal. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle d'Africa Today. Je vous retrouve demain à partir de 20 h. Bonne suite de programme. Au revoir.